retour sur le plateau de Regard Croisé. Ce soir, nous étions sur le premier sujet concernant le Togo. Démission du Premier ministre Selon Klassou et du gouvernement après les législatives. Et pour vous, Klassou a brillé par son absence sur le terrain, le règlement non seulement son absence, mais je parlerai beaucoup plus précisément de laxisme. Est-ce que ce n'est pas peut-être ces éléments qui lui ont terni l'image? Mais lorsque vous êtes responsable d'une équipe, donc c'est à vous de motiver l'équipe. Il y a toujours des éléments capricieux dans les groupes. Mais lorsqu'il y a des éléments capricieux, mais il y a des mécanismes pour les remettre sur les rails. Si le Premier ministre, au sortir de M. Nissao Nyonfam du Parlement, avec cette réponse-là, irrespectueuse, irresponsable, à l'endroit des députés, mais M. Klassou devait taper du poing sur la table. Donc c'est ce que je disais. S'il ne l'a pas fait, mais qu'il n'attende pas que c'est le chef de l'État qui va le faire. Parce que c'est lui qui est le premier comptable des actions de ces ministres classés. Il n'a pas su le faire. Donc c'est que lui-même, il a démissionné dans la gouvernance, dans l'harmonie des membres de son gouvernement. Donc il ne devrait pas se cacher derrière les critiques des hommes de médias ou bien des médias et autres là. M. Klassou devait taper du poing sur la table. Même avant que le ministre ne réponde à l'invitation, bien à la convocation des honorables députés, mais M. Klassou devait s'entretenir avec lui. Qui c'est qui ne l'ont pas fait? S'il l'avait fait réellement, donc le ministre ne serait pas parti pour dire que le financement de cette route Lomé-Vaughan a servi à équiper une entreprise spécialisée dans les BTP qui a gagné un marché sans avoir les outils, les appareils, les outils nécessaires pour réaliser ce chantier-là. Donc ça, c'est insulter l'intelligence des Togolais. Donc on ne devrait pas excuser cela. On serait dans un autre pays que cela même pourrait faire sauter le Premier ministre et que ce n'est pas il y a quelques jours qu'il allait déposer sa démission. Donc ça, on devait le dire et puis le soulever. Moi, ma prière, c'est qu'on ne retrouve plus ce ministre au gouvernement. Vous, votre prière, c'est que ce ministre ne se figure plus dans le gouvernement. Ça, c'est ma prière. Et ça, c'est pour vous. Ça, c'est ma prière. Ça, c'est mon souhait. Je le porte. Justin Ananis, ce n'est pas peut-être une question de super ministre dans ce gouvernement qui ont finalement terni l'image au Premier ministre Selon Klassou qui vient de rendre sa démission. Le Premier ministre lui-même, il est qui? Ça veut dire que c'est là où se pose la question. Mais c'est le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement, ça veut dire qu'il est super. Il ne devait plus avoir super ministre. En réalité, quand on veut parler du bilan de M. Klassou aujourd'hui, ça m'a même peut-être à réfléchir, un peu à poser la question de savoir où se trouve le bilan également de Faure Gnassingbé. Parce que je l'ai fait observer tout à l'heure qu'en réalité, il n'avait pas réellement le pouvoir de décision. Mais la preuve en est qu'il y a des ministres, et selon les sources, qui font des comptes directement au chef de l'État. On en a connu dans ce pays. Et je pense qu'en son temps aussi, ça s'est passé. Sinon, je ne vois pas un super ministre comme ministre Nissao Nyonfam, donc tenir tête en dehors de tout ce qu'on a eu à dire sur les médias concernant le chantier dont on parle credo, et qu'après il s'est présenté devant les parlementaires. Il a mis tout le monde dans un embarras qui ne dit pas son nom. Il n'est pas le seul. La ministre, je crois, de l'économie numérique, Sina Lawson aussi, en son temps, avec les problèmes qu'on a eu à connaître, et également s'est présentée devant les parlementaires. Vous avez vu. Donc ça voudrait dire que c'est tout un système. Moi, je ne mets pas Selon Klassou d'un côté, Faure Gnassingbé de l'autre, et puis les autres ministres. C'est un système. En réalité, lorsqu'on parle de la démocratie, c'est en fait le pouvoir qui appartient au peuple. C'est le peuple qui délègue ce pouvoir-là au gouvernant. Ça veut dire que vous avez l'obligation de résultat. Mais lorsque le peuple ne vous donne pas le pouvoir, et qu'en réalité, vous êtes là, on compte sur tous les moyens, on est là, et on s'implante, on fait ce qu'on veut, on parle au nom du peuple, on dit voilà, on vous gouverne, on n'a pas de compte à rendre. En réalité, c'est ça. Sinon, cette histoire de route, de plus de 26 milliards ou 26 milliards en son temps, si j'ai bonne mémoire, déjà devait quand même coûter au ministre son poste et au Premier ministre. Ailleurs. Mais tout n'était pas noir quand même, non, quand on a vu que c'était sous Selon Klassou que le sommet sur la sécurité maritime a été organisé et d'autres choses ont été faites dans le pays. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Sinon, quand vous prenez les pans
qui concernent les pans qui sont les pans vitaux qui concernent la vie d'une nation, en dehors même du système économique dont on parle. Il y a la santé dont on vient de numérer, il y a l'éducation. Je pense que quand vous prenez par exemple tous les trois secteurs que je venais de citer, en dehors même des aspects politique ou sécurité du pays, sécurité maritime dont vous venez de parler, et je pense qu'il faut également évoquer donc le respect des droits de l'homme dans une nation. En matière de démocratie, c'est vraiment important aussi, parce que quand vous comparez ce qui se passe au Togo en dehors des autres pays de la sous-région, je pense qu'il y a bilan à faire. Donc quand vous mettez tous ces éléments-là, il est bien vrai que tout n'est pas noir. Mais au même moment, il faut relever que la gestion qui est faite aujourd'hui du Togo, cette gestion est calamiteuse. C'est une gestion à polémique. On a comme l'impression que le noir a plutôt dominé sur le mais c'est comme ça, parce que lorsqu'on parle d'un bilan, il y a le passif, il y a l'actif. Dans un bilan, il y a le passif et il y a l'actif. Nous prenons les secteurs point par point, mais quand vous les analysez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que le passif domine l'actif. Ça veut dire que le bilan là est négatif. C'est tout ce qu'on peut dire. Je voudrais considérer l'aspect droit de l'homme. Donc il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits au Togo, par le Togo en matière de respect des droits de l'homme. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 5 ans, la pratique où vient le respect des droits de l'homme, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Donc il faut dire que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas aussi noir. Quand on voit un peu le rapport de Doing Business qui classe le Togo... Oui, le rapport de Doing Business... C'est quand même alloué, non? Non, mais moi je crois que nous l'avions dit sur ce plateau, lorsque ce rapport a été rendu public, il y a des efforts qui sont faits. Même pas la cellule climat des affaires. La cellule climat des affaires qui est pilotée par Mme Johnson Sandra Ablamba, elle fait un travail assez énorme et remarquable qui a valu l'obtention de ces points dans le rapport d'une business. Donc nous avons vu qu'aujourd'hui, le climat des affaires aussi est mieux assaini qu'hier dans notre pays, le Togo. Maintenant, il y a des points où on peut parler de progression, mais il y a des points aussi qu'on peut parler, qu'on peut assimiler à des régressions et autres là. Mais moi, je voudrais terminer un peu pour dire que, en fait, le chef du gouvernement est, comme on l'a dit, le chef du gouvernement, donc c'est lui le premier responsable du gouvernement. Nous ne sommes pas sans savoir que chaque ministre a sa lettre de mission. Et lorsqu'on te donne une lettre de mission, c'est que tu as une tâche à accomplir. À un certain moment, celui qui est ton surveillant peut te rappeler à l'ordre. Mais est-ce que le Premier ministre le fait pour tous ces ministres et autres là? Parce que dans le gouvernement qui vient de donner sa démission, on a des ministres aussi qui ont fait du bon boulot. Oui. On a des ministres qui ont fait du bon boulot. Mais à côté, donc, nous avons des ministres aussi qui ont brillé par leur passivité et autres là. Mais généralement ou bien globalement, là où on retrouve des ministres qui n'ont pas du tout travaillé, d'autres ont excellé aussi. L'avenir de Classo après la primature à l'Assemblée ou moi, je ne saurais le dire. Monsieur Classo, c'est un pur produit RPT. Et il fait partie du système, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le temps de Yadema. Ouais, aujourd'hui, c'est le système uni. De toutes les façons, c'est bonnet, blanc, bonnet, c'est pratiquement la même chose. Et j'ose croire que vous attendez parler de RPT uni chaque fois, donc ça voudrait dire que rien là, je crois que c'est un abus de langage, rien n'a changé. RPT n'existe plus, c'est l'unir aujourd'hui. C'est le même système politique qui est là, qui régente la vie du Togo, ça fait des décennies. Et après le père, c'est le fils, donc il n'y a rien là-dessus. Maintenant, M. Classo décidé à se maintenir peut-être après dans un gouvernement ou un conseiller à la présidence ou retourner au Parlement. Il faut quand même rappeler qu'il a été vice-président de l'Assemblée nationale de par le passé. On le voit peut-être au poste du président de l'Assemblée, peut-être. Je ne saurais le dire. Ça dépend de lui, de sa ligne, de sa vie politique. Et des gens qui sont réfractaires à l'alternance politique dans un pays, et je pense que tant qu'ils sont toujours encore en vie, ils vont toujours continuer à siroter le carreau, si vous me permettez. Donc ça voudrait dire qu'aujourd'hui, c'est difficile peut-être d'analyser la suite. Mais ce que moi je vois dans les jours à venir, peut-être on va en parler par rapport à cette assemblée. Est-ce qu'on va l'appeler l'Assemblée nationale ou l'Assemblée monocolore? Je ne sais pas quel nom le donner. Et je pense qu'au moment opportun, on va en parler. Non, juste quelques mots. Donc c'est pour dire que là où je ne partage pas l'analyse de mon confrère Justin. Donc c'est dire, c'est assimiler le Premier ministre Selom Classo à quelqu'un qui est réfractaire au changement. À
à l'alternance. L'alternance ne se décrète pas. Donc il fait partie d'une obédience politique. Il défend les lignes de cette obédience politique-là. Moi, on peut faire des analyses pour dire que ce qui reste à M. Classou aujourd'hui sur le plan politique, c'est de jouer le rôle du président de l'Assemblée nationale. Mais cela revient au parti unir de le positionner. Donc ce n'est pas systématique. Donc ce n'est pas systématique. Nous passons au dernier sujet de ce soir. Togo, les nouveaux députés mettent le pied à l'étrier mardi, c'est-à-dire dans quelques heures. Les nouveaux députés. Oui, les nouveaux, ils ont été élus, c'était le 20 décembre dernier, proclamé, résultat validé par la Cour constitutionnelle, on l'a vu. Bon, je ne sais pas, moi dans mes analyses, je me dis que, suivant la Constitution, lorsque une élection législative s'est passée, et après proclamation par la commission électorale, la Cour constitutionnelle valide après, tient compte également des contentieux et après proclame les résultats définitifs. Et le deuxième mardi, et qui suit cette proclamation, donc les députés élus, réellement élus, entrent en fonction. C'est ce que dit la Constitution. Mais dans le cas d'espèce, je pense que le principe sera respecté demain, mais sur la base même de comment ça s'est passé avant que ces députés ne soient élus. Je pense que ça, c'est également un autre débat. Puisqu'en réalité, je parle de la délégation du pouvoir. C'est le peuple qui délègue le pouvoir à des gens qui le représentent au niveau de l'hémicycle. Et le débat au niveau du Parlement permet de contrôler l'action du gouvernement. Et les députés ne sont pas, c'est pas le soutien du gouvernement. Les députés ne soutiennent pas l'action du gouvernement, comme on en a eu à connaître de par le passé. Ça veut dire qu'en réalité, si on veut véritablement poser une base réelle... Ils sont là pour faire quoi? En réalité, ils contrôlent l'action du gouvernement. Les députés votent les lois, légifèrent et contrôlent l'action du gouvernement. C'est leur rôle. Mais tel que les choses sont passées depuis lors jusqu'à présent, avec tout ce que nous avons dans l'agenda, que ce soit au niveau de ce que recommande la feuille de route, que ce soit l'accord politique qui a été signé, que ce soit les deux engagements, que ce soit certains principes qui sont des principes nationaux ou internationaux, en réalité qu'on doit quand même légiférer et respecter. Moi je pense qu'aujourd'hui ce sont des sujets à polémique et des sujets à débattre. En dehors du fait que les députés vont rentrer, vont faire leur entrée demain à l'hémicycle, je pense qu'au-delà de tout, il y a quand même un sujet là à débattre et je pense que le peuple n'a pas encore dit non plus son dernier mot. Rentrée parlementaire, c'est dans quelques heures, mardi. Dans quelques heures, oui. Oui, dans quelques heures, les élus de la nation togolaise, parce qu'ils n'ont pas été nommés, ils ont été élus, donc ils vont prendre fonction demain. Donc ils seront du côté du Parlement où ils auront dans un premier temps un bureau d'âge qui va réfléchir et puis faire adopter le règlement intérieur, passer à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc après ça, donc je crois qu'ils vont organiser leur rentrée solennelle ou bien leur rentrée parlementaire. Et en tant qu'élus de la nation togolaise, donc ils doivent travailler réellement pour que les aspirations, les besoins de ce peuple togolais soient pris en compte et autres là. Donc ils ont combattu pour être à l'hémicycle sous l'égide de leur parti politique, mais une fois élus, donc ils doivent se considérer comme les élus de la nation, ils ne sont pas les élus de leur parti politique. Donc ils sont beaucoup plus les élus de la nation. Et dans le cas d'espèce, nous n'avons pas des députés qui ont été nommés, je le dis et puis je le répète, mais des députés qui ont été élus. Pourquoi ce mot-là revient très souvent? Non, mais moi je crois que l'élection c'était le 20 décembre dernier. Malheureusement, c'est un abus de langage provenant d'une certaine classe politique qui n'a pas pris part à ces élections et qui pense dénigrer les élus de la nation du 20 décembre, ainsi en parlant de nomination. Et moi je crois que lorsqu'ils vont sur ce terrain de nomination, c'est qu'ils manquent de respect même au peuple togolais et autres là, parce qu'on ne peut pas dire que ce qui s'est passé le 20 décembre, ça a été des nominations, ça a été des élections qui ont été propres. Parce que l'enjeu c'est que certains ont estimé aussi ne pas participer ni à ce processus électoral. Leur choix a été respecté, mais les Togolais sont sortis et les Togolais ont élu des élus de la nation. Et je crois que les défis qui se posent aujourd'hui à cette nouvelle législature, c'est
d'acter rapidement les questions des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc c'est là où le peuple togolais les attend. Ça doit être la première phrase de leur lettre de mission. Et ils doivent être conscients qu'on les attend sur les questions de réforme constitutionnelle. Au-delà de cela, mais ils doivent prendre des tests là aussi qui puissent beaucoup plus assainir le climat socio-économique, le climat des affaires et permettre aux jeunes Togolais aussi de poser les jalons et puis d'avoir des outils nécessaires pour faire prospérer leurs entreprises. Donc c'est ce qu'on leur demande. Un élu de la République ne construit pas une route, mais il peut susciter des débats qui peuvent aller dans ce sens. Justin Anani, les chantiers des élus pour vous dans quelques mois, quels sont ces chantiers-là qu'il faut aborder aux premières heures? Bon, moi, je n'entends rien. Je n'entends rien. C'est ça. Non, je n'entends rien. Je n'entends parce que Claude venait de le dire. Puisque lorsque je le dis, je vais le répéter peut-être jusqu'à la fin de cette émission. Parce qu'en réalité, c'est une délégation de pouvoir. Et une élection, c'est une compétition. Et tout le monde est libre de participer ou de ne pas participer. Et suivant la règle du jeu, clairement définie et acceptée par tous. Je pense que par ce moment-là, le peuple est libre de choisir ses dirigeants. C'est comme ça. Mais quand on parle aujourd'hui, on parle. C'est ce qui a été fait non, c'est en le disant, c'est comme si on ignore qu'on a quitté quelque part. Puisqu'il y a eu une crise. On ne va pas nous dire aujourd'hui que, mais au-delà de ce qu'on a connu là, le 20 passé comme une élection, et que basta, que c'est fini. Attention. Attention. Et ce qui est encore marrant dans cette histoire-là, tout à l'heure, je fais cas de la commission de l'Union africaine par rapport à sa prise de position de ce qui se passe au Gabon. Peut-être si c'est en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO aussi va prendre position. Mais la CEDEAO qui s'est invitée dans ce débat, dans cette crise, et qui a même fait sortir une feuille de route, et que sa propre feuille de route n'a pas été respectée, mais qui a validé une élection, il y a problème. Donc ça va vous donner tout simplement comme en dehors de tout. En dehors de tout. On a entendu des déclarations des positions ont été conciliées afin d'aller aux élections le 20, ce qui a fait qu'on a repoussé ou bien donné 3 jours. Non, ce ne sont que des arguments. Et il faut comprendre aujourd'hui. Non. On a entendu le général Béanzem qui s'était prononcé le jour où ils étaient avec la présentation, tout ça là, qui a dit du retour de Conakry, d'Accra, et des positions ont été conciliées afin de permettre à tout le monde d'être aux élections, afin de pacifier le pays. Est-ce que ce n'est pas un choix délibéré? Non, attention. Il faut quand même observer que boycotter une élection aussi, c'est une expression. Mais dans la situation du Togo... Tadjamagbo a dit qu'elles n'ont pas de... Je fais une observation. Qu'elles n'ont pas boycotté les élections. Je fais une observation. J'en viens. Et dans la situation du Togo, il y a eu une crise et la CEDEAO a sorti une feuille de route. Et le général Béanzem fait partie de ceux-là qui ont eu à assister ou à suivre le déroulé de cette feuille de route. Quel est le rôle, quelle mission le général Béanzem a joué dans cette crise? Si nous avons le temps, peut-être que c'est nos débats à mener. Les gens n'ont pas été francs. Ce qui s'est passé, on ne saura le dire. Et lorsque les gens se retrouvent au cours d'une grande réunion des parlementaires de la CEDEAO, et ils estiment que la grande partie même de cette feuille de route a été respectée, et c'est ce qui a fait tiquer les députés parlementaires de la CEDEAO, et ça a amené des débats houleux. Parce que sur cette feuille de route, on a parlé des mesures d'apaisement, les 3 axes qui sont des axes principaux. Est-ce qu'il y a eu une mesure d'apaisement au moment où on demandait à la commission de suivre ces manifestations? Est-ce qu'on a libéré les gens? Non, mais il y avait eu quelques mesures d'apaisement. J'en viens. Est-ce qu'on on en a connu? Et lorsqu'on parlait des discussions et qui doivent quand même amener vers les réformes politiques, est-ce qu'on en a connu? Lorsque la CEDEAO même a envoyé ses émissaires, l'expert constitutionnaliste ici, qui a fait une proposition qu'on doit transformer en un projet de test et envoyer. Est-ce que la proposition doit être acceptée dans l'État? Non, ça dit qu'en réalité, qu'est-ce qui est convenu entre les deux parties? C'est pas la CEDEAO qui dit on va vous envoyer un constitutionnaliste parce que ça posait problème. Et il y a un cas qui dit le retour à la Constitution de 1992 parce que c'est voté à plus de 98% par les Togolais. Et il y a un autre qui dit non, cette constitution elle est déjà vieille, on va plus l'adapter à nos réalités aujourd'hui. Mais
tel que ça se tiraille, mais on vous envoie un constitutionnaliste, il fait une proposition. Si les deux partis acceptent, allez, il n'y a pas de problème. Le nœud même de ce problème par rapport même à ces députés dont on parle. Parce qu'on veut passer par tous les moyens, tailler une loi sur mesure et permettre à la FONASIC de se présenter encore en 2020 pour un 4e mandat. Et c'est là où moi je dis que la crise est toujours d'actualité et que dans les jours à venir, certainement que les lignes vont bouger, puisque au jour d'aujourd'hui, mais que ce soit la C14 ou je ne sais pas, ou quel regroupement n'est pas au Parlement ou non, je pense que derrière, il y a une masse. Parce que la C14 n'a pas boycotté, vous venez de le dire. Que ils ont, la C14 a appelé, pas boycotté. La C14 dit, a appelé, a empêché. Mais le communiqué du gouvernement dit de ne pas sortir. Si quelqu'un veut boycotter, veut boycotter. Et les deux ont aidé maintenant à ce qu'on a vu, le 20. Les Togolais ne se sont pas déplacés. On me dira que aller voter au Togo, c'est pas une obligation. Même si 2 personnes ont voté, on peut élire un député, mais au-delà de tout ce qu'on a observé. Et tel que les choses se sont passées, tel que le pouvoir a passé par tous les moyens, placé ses pions en tant que candidat indépendant ou non, et finalement, on se retrouve au niveau du stade aujourd'hui. Moi, j'attends de voir la suite et je n'entends rien de ces députés-là parce que je sais qu'aujourd'hui, la logique qui est là, dans laquelle tout le monde, tout ce groupe-là se retrouve, c'est de permettre à la FONASIC de se présenter encore en 2020. Mais ça serait une question de OTSI. Credo. Oui, non, Credo, mais moi, Credo, je voudrais. Non, est-ce que l'opposition extra-parlementaire a une force encore dans ce pays? Non, mais moi je dis la C14, ou bien les partis qui composent la C14, qui sont aujourd'hui, qui vont jouer, malgré eux, le rôle d'opposition extra-parlementaire sont limités dans leurs actions parce que le comportement, leur attitude envers cette opposition extra-parlementaire il y a quelques mois, donc nous connaissons ça, mais ils sont obligés de jouer ce rôle d'extra-parlementaire autre là. Mais si tu permets, avant de revenir à la question et faire d'autres développements, je voudrais dire, mon cher confrère et ami a parlé d'un communiqué qui aurait déboussolé les populations. Donc je crois que certaines couches de la population, bien certains citoyens n'ont pas pris le soin de bien lire le communiqué du ministère de la Sécurité parce que le communiqué là ne parlait pas d'interdiction de circulation dans nos villes, mais de circulation interurbaine. Donc c'est entre les villes et autres là. Donc il y avait eu une mauvaise compréhension et cela a été atomisé par une communication mal intentionnée et autres là. Mais nous avons vu que au fur et à mesure que sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, on attirait l'attention des gens sur le fait que, en fait, on n'a pas demandé aux gens de ne pas sortir de leur maison avec leur véhicule pour aller voter. C'est vrai que dans les premières heures de l'ouverture des bureaux de vote, c'était timide, mais dans l'après-midi, donc on a vu. Donc c'est là où on a parlé d'élections et autres là. Mais là où je ne suis pas aussi d'accord avec mon confrère... Tout le monde a vu que le peuple a désavoué ce pouvoir. Ça, c'est la majorité. La majorité des Togolais a désavoué ce pouvoir à travers ce qu'on a vu le 20. On ne peut pas dire, nous avons les ça, c'est un constat. Justin, permettez à ce qu'il puisse aller au bout mais comment est-ce qu'on peut dire que le peuple... Le vote n'est pas obligatoire, mais certains ont décidé de ne pas participer au vote, notamment la C14 et ses militants. Mais on ne pourra pas dire que la C14, les leaders de la C14 et leurs militants s'assimilent au peuple togolais. Ça, c'est un abus de langage. Et là, je voudrais préciser aussi, comme vous avez eu à poser la question à mon confrère Justin Nani, la C14 a appelé sur toute la ligne au boycott des législatives. Si aujourd'hui, Madame Adjamagbo tente, comme un diable dans un bénitier, de ravaler sa salive, et autres là, on a vu les phases de recensement, mais ils ont appelé leurs militants à boycotter les phases de recensement. Tu as parlé sur ce plateau du bonus ou bien du rallonge qu'ils ont obtenu du côté de Conakry, mais revenu à Lomé, donc ça a été encore un autre exercice d'économie de la vérité. Donc ils ont encore appelé leurs militants à ne pas aller se faire inscrire sur ces listes-là. Donc, dans la logique, ils ne peuvent pas. Maintenant, parlant de l'empêchement. Oui, encore quelque chose. Parlant de l'empêchement. Ouais. Donc, à un certain moment, lorsqu'ils ont appelé
Leurs militants ont empêché par tout moyen, sans même dire. Non, c'est après qu'ils ont dit le go. Et lorsqu'on leur a opposé l'article 129, donc ils ont tenté d'opposer l'article 67 du Code électoral. Alors que l'article 67 du Code électoral disait autre chose. Mais ils mentaient à leur population autre-là. L'article 67 parlait de réunion électorale. Et ce que la C14 a voulu faire comme désordre pendant la période de la campagne, ce n'était pas des réunions électorales. Disons-nous la vérité. Et là, on voit même que ce sont des leaders qui ne sont pas assez humbles, qui ne prennent pas le temps de faire le bilan de leurs actions et autres là, et subitement ils passent de la C14 à un grand mouvement citoyen, et je crois que c'est du réchauffé que ce qu'ils promettent faire encore le 12. Credo, merci. Ils sont là, les députés, ils sont déjà là. Ouais. Proposez-leur quelque chose pour pouvoir... Non, c'est difficile parce que ce qui se passe au Togo, ils ont été élus. Non, ils ne me représentent pas. Non, ces députés qu'on représente, ce sont les élus de la nation. Non, écoutez, ce qui se passe au Togo, ce qui se passe au Togo, je suis un peu désolé, surtout quand nous sommes les hommes des médias, et que nous maintenons certaines positions, nous défendons certaines positions, et qu'à l'extérieur, nos confrères maîtrisent mieux ce qui se passe chez nous au Togo, plus que nous-mêmes. Mais moi, ça me fait honte des fois, sincèrement, lorsqu'on est journaliste. Parce que lorsqu'on cherche à défendre la dictature, dans sa forme actuelle. Qu'est-ce que vous appelez par dictature? Ah oui, la façon dont les choses évoluent, il faut comprendre. Nous sommes en train de faire des analyses sur ce plateau. Il faut comprendre que... Nous sommes en train de faire des analyses. On ne peut pas prêter des intentions. Il faut comprendre que une dictature, je pense que lorsque les institutions sont là et que c'est ma position à moi. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Non, la réalité est là. La réalité. Cela ne voudrait pas dire que tout le monde doit regarder. Est-ce que j'ai la parole? Je termine. Tu vas parler la parole. Je ne suis pas d'accord. C'est qu'ils prennent des intentions parce qu'on ne va pas dans cette direction. Ce qui s'est passé au Togo, ce qui s'est passé au Togo, moi je l'analyse et je finis par comprendre qu'en réalité, si la C14 n'a pas pris part à ce scrutin, c'est parce qu'à un moment donné, la C14 a compris le jeu, non seulement du pouvoir, mais également de la CEDEAO, de ces chefs d'État qui en réalité doivent aider le Togo. Puisque si vous n'arrivez même pas à vous imposer et qu'on respecte votre propre feuille de route, au niveau de la CEDEAO, moi je dis qu'il y a problème. Ça c'est un. De deux, par rapport à la situation qu'on a vécue, tout le monde a vu. Que ce soit un communiqué qui a été mal interprété, mais la déclaration de ces leaders de la CEDEAO et de la C14, cette déclaration a été claire. Nous allons passer par tous les moyens légaux pour empêcher ce scrutin. Les déclarations sont encore là. Mais ils n'ont pas pu empêcher, mais ça c'est un abus de dans un pays où... Mais on trompe les militants pour rien. Dans un pays où pratiquement on militarise pratiquement toute une ville, où des villes sont militarisées. Vous allez aujourd'hui à Daï. Vous allez aujourd'hui, depuis le 20 décembre. Depuis le 20 décembre. Vous allez à Daï. Daï est devenu une ville de siège aujourd'hui. Les militaires sont là. Allez vous renseigner. Donc ça, vous savez que c'est une situation qui est difficile, mais il faut avoir le courage de dire et penser qu'on n'arrive pas à sortir. On a le courage de dire la vérité. Mais comment on a le courage de dire la vérité? Regard Croisé vous donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.